et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, je suis née il y a 45 ans dans le nord de la France, à Lille. Alors maintenant, j'investis dans la région toulousaine, là où j'habite en fait. Locatif. Alors moi, mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir réaliser mes rêves et puis en fait permettre à mes enfants aussi de s'autoriser à rêver pour réaliser aussi leurs rêves. Et bien du coup, l'immobilier pour moi, avec cet objectif, c'est un super levier en fait de financement et pour pouvoir aller encore plus loin et plus vite. Je pense qu'on aborde les situations différemment, avec voilà, la touche de féminité en plus. Alors moi, c'est plaisir. Cool. Ok. Plaisir d'un tout. Épicurienne du coup. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quelles sont ta ou tes activités dans la vie ? Alors, mes activités dans la vie. Déjà, je suis maman. Donc, ça prend beaucoup de temps. Maman d'enfants qui avaient des difficultés en fait de handicap invisible. Donc, voilà, une scolarité à suivre un peu compliquée. Et puis, je suis closer en plus. Donc, voilà, je travaille sur le monde digital pour la vente éthique de programmes de formation en fait, en ligne. Voilà. Et je suis investisseuse avec mon mari. Ok. Super. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier ? Alors, moi, j'ai eu plusieurs vies. J'étais infirmière. Je crois que j'ai fait plein de services en mode infirmier. Puis après, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et j'ai repris une activité professionnelle qui était conseillère en gestion de patrimoine. Ok. Voilà. Et donc, j'ai découvert le monde de l'immobilier à travers cette profession, en fait, avec les investissements immobiliers, les déficits fonciers, les Pinel et tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc à faire pour nous. Donc, j'ai poussé mon mari, qui au début était un petit peu réfractaire. Et puis, voilà, finalement, on s'est plongé dedans et c'est devenu une vraie passion. Donc, voilà, j'ai arrêté conseiller en gestion de patrimoine et je me concentre sur mon patrimoine avec mon mari. Et voilà, c'est comme ça qu'on est tombé dans l'immobilier, en fait. Ok, super. Alors, quand tu as démarré, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi ? Alors, du coup, on était vraiment novices à l'époque. Donc, on s'est dit, on va aller plutôt dans un cœur de ville, donc Toulouse. On s'est dit, on ne prend pas trop de risques. Et en fait, on a ciblé les secteurs où il y avait vraiment les transports, où il y aurait un développement d'urbanisme, un plan d'urbanisme important. Le secteur où le parking était gratuit. Bon, maintenant, c'est devenu payant. Et voilà. Et puis, là où, en fait, le prix du marché était moins cher, mais était prometteur. Donc, du coup, on a commencé comme ça. On a investi en nu. On a acheté 2 apparts et de suite, en fait, on a fait la bascule parce qu'effectivement, tout le plan d'urbanisme qui était en cours de vote a été voté et donc, du coup, ça explose. Et on s'est dit, bon, non, pas trop mauvais. Donc, on a commencé à rechercher autre chose et en parallèle, on a commencé à se former aussi. Et là, on s'est dit, bon, on va plus faire pareil, on va faire du leur meublé. Et donc, on a, pareil, refait une étude de marché. On fait toujours en fait, des études de marché par rapport au bien, la manière dont on voudrait l'exploiter. En fait. Et là, on a fait une colocation pour jeunes actifs. Donc, du coup, on a ciblé plutôt Toulouse, la cité de l'espace, en fait, parce que c'est un nœud d'autoroute. Il y a les grandes écoles, il y a Airbus dans le coin. Et donc, du coup, on a fait une colocation comme ça. Et puis après, les tarifs ont commencé à augmenter à Toulouse. Là, les tarifs de l'immobilier, on s'est dit, bon, allez, on va prendre un risque. On va sortir d'une grosse ville pour aller vers une ville moins importante. Et là, on a acheté un immeuble. Donc, en cœur de ville aussi, on se centre toujours sur le cœur de ville quand même. Et on s'est aperçu que finalement, c'est tout aussi rentable que d'être dans une grande ville où l'immobilier est très, très cher. Donc, maintenant, on a investi en périphérie, en fait, plutôt dans des immeubles de rapport. En fait.
Ok. Donc, Voilà. tu as toujours tes appartements à Toulouse aujourd'hui? Oui, voilà. Alors maintenant, on en exploite un en LCD, l'autre en longue durée en U, toujours. La colocation fonctionne toujours. Le premier immeuble, c'est de leur meublé plutôt étudiant et professionnel. On a racheté un autre immeuble encore plus loin. Là, maintenant, on teste, on s'éloigne un peu plus. On est parti dans l'Aude. Et là, on fait LCD et leur meublé longue durée. Ok. Donc, voilà. Est-ce que, selon toi, il est plus difficile, plus facile? Est-ce qu'il y a une différence quand on est une femme dans l'investissement immobilier? Mais moi, sincèrement, je n'ai pas forcément senti de difficulté. Je trouve que, en plus, alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais les agents immobiliers, la plupart par lesquels on est passé, c'était des femmes. Donc, du coup, moi, je ne sens pas de difficulté particulière. Non, peut-être que oui, ça peut étonner certains quand on va un peu plus sur des questions techniques ou voilà, les agents immobiliers peuvent être un peu plus pris au dépourvu, on est peut-être plus pointilleuse, enfin moi je le suis particulièrement. Mais sinon, non, je ne ressens pas forcément de difficulté. Je trouve que l'écoute, elle est là. Moi, j'ai pas mal d'amis qui investissent, donc les banquiers sont ouverts, les agents. Ok, génial. Super. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation familiale et comment tu investis, seule, en couple? Alors, moi, je suis en couple et donc on investit à deux en fait. Donc, au début, on a investi en nom propre et puis maintenant, on investit à travers une SCI. D'accord. Ok. Donc, toi, tu es entrepreneur et ton mari est entrepreneur également? Non, il est salarié. Il est salarié. Ok, ça va. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'investissement tu as fait? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières que tu as fait dont tu voudrais nous parler? Oui, alors, donc j'ai investi, comme j'ai dit, en nu, puis en colocation, en leur meublé professionnel longue durée, non professionnel longue durée. Et j'ai investi aussi sur un réméré. C'est un investissement qui est peu connu. Et en fait, le réméré, pour faire simple, et puis bon, sans doute que les notaires vont se retourner en m'entendant me parler, mais c'est quand des personnes ont des difficultés financières et que les banques ne leur prêtent plus, si elles ne veulent pas vendre leurs biens, elles ont la possibilité de le mettre en réméré. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on devient propriétaire d'un bien sur un temps limité et on fait une avance en fait d'argent au vendeur, qui reste en partie propriétaire. Donc moi, en tant que propriétaire de l'immeuble, j'ai l'acte de propriété, mais c'est le vendeur qui garde l'exploitation. C'est lui qui va garder en fait toutes les charges financières, les impôts. Et là, nous, on avait investi sur un bien qui était loué. Donc tous les loyers revenaient au vendeur. Et puis moi, j'étais propriétaire du bâtiment. Et à la fin d'un réméré, en fait, le propriétaire peut récupérer son bien en nous le rachetant. Donc, en fait, il nous verse, pendant ces 2 ans, en fait, il nous verse, donc nous, on lui verse le prix d'achat et lui nous verse, en fait, des mensualités. On fait un petit peu le rôle de la banque. Donc, voilà, pour nous, c'est un placement financier. On a investi X somme d'argent et puis on a des intérêts, en fait, qu'on reçoit par mois. Et à la fin, on récupère notre capital de base et la personne récupère son bien. Okay. Et ça, si c'est clair. Ça, c'est cadré. C'est un cadre précis, oui. C'est un cadre très précis juridique. C'est un acte notarié. Les clauses, elles sont vraiment établies parce que s'il y a non-paiement de la personne pour les intérêts, en fait, on devient propriétaire totalement du bien. En fait, il perd son bien, le vendeur entre guillemets. S'il n'a pas possibilité de racheter, il peut s'en sortir soit en vendant le bien, soit en nous le cédant définitivement. Ok. Et voilà. Du coup, tu l'as trouvé comment ce projet en réméré? Ce réméré, alors en fait, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés dans le réméré. Et donc, on s'était rapproché d'un agent comme ça. Mais moi, je n'étais pas très à l'aise d'investir sur une propriété principale. Parce que voilà, si on devenait propriétaire, ça veut dire expulsion des personnes. J'étais vraiment mal à l'aise, des personnes en difficulté, en plus de devoir aller jusqu'à l'expulsion au cas où. Donc, on lui a demandé en fait des biens qui étaient en location. C'est bien que si la personne perdait le bien, elle gardait son poste sur sa tête, mais elle perdait le bien locatif. Et on a eu la chance en fait de trouver un bien en réméré à une demi-heure de chez nous en fait. Donc du coup, on a investi, on a pu aller le voir, on connaissait la ville, voilà. Et puis finalement, ça s'est bien fini. La personne a récupéré son bien. Et puis nous, on a fait un placement financier en fait.
Ça veut dire que si le vendeur n'avait pas honoré son engagement et ne t'avait pas payé, tu serais devenu propriétaire du bien et du coup, la personne qui y habite, le locataire, restait locataire et finalement versait les loyers à toi au lieu du vendeur en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je comprends la résidence principale. La résidence principale, pardon, effectivement, c'est plus délicat. Enfin, humainement. Oui, j'étais pas très à l'aise. J'avais peur de la finalité possible. Donc voilà. L'idée, en fait, quand on fait un RMRS, c'est pas de devenir propriétaire du bien. L'idée, c'est vraiment un placement financier pour nous, puisqu'on récupère des intérêts, en fait. Mais voilà, il peut arriver que ça se finisse par que la personne puisse pas racheter son bien. Ok. Merci pour cette précision. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, donc c'est top. Je connais personne qui fait ça. Voilà, il faut avoir des liquidités parce que forcément, il faut pouvoir l'acheter cash. On ne l'achète pas à travers un emprunt, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ouais, donc voilà, il faut pouvoir bloquer de l'argent pendant 3 ans en fait. Vraiment un placement financier. Un placement financier. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Cool. T'as d'autres surprises comme ça Non, après j'investis dans la résidence principale, donc voilà. Non, après c'est tout à fait normal. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu détestes vraiment dans l'immobilier? Alors moi, ce que je déteste, c'est les suivis de chantier et tout ce qui va avec. Voilà, quand ça ne correspond pas à ce qui était prévu, qu'il faut se battre pour remettre comme c'était convenu. Et voilà, ça me fatigue un petit peu. Ouais, parce que forcément, du coup, tu fais pas mal de travaux. Si tu achètes des immeubles, tu les rénoves. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis les visites de chantier, il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qui ne correspondent pas. Il faut un petit peu négocier, batailler. Voilà, ça c'est la partie la moins plaisante pour moi. Okay. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Alors, moi, ce que j'adore, c'est justement l'inverse, c'est les visites, la projection qu'on peut faire avec le bien. Et puis, la finalité, quand il est livré, qu'on finit la déco. Alors là, moi, c'est le moment que je préfère. C'est vraiment, quand je visite un bien, c'est vraiment, voilà, moi, je vois dans la tête, je casse les murs, je vois vraiment les espaces, je vois vraiment ce que je peux créer. Donc ça, je suis un maître constructeur. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Lego, mais voilà, moi, ça se construit partout dans ma tête. Et puis, quand ça arrive à finalité, à livraison, que ça correspond à ce que j'avais imaginé, c'est juste génial. Et puis, voilà, c'est mon moment préféré, la déco. Et tu parlais de la déco, c'est toi qui l'as fait du coup? C'est toi qui t'en occupes? Alors, je m'en suis occupée pour beaucoup. Là, dernièrement, on a fait appel à des décoratrices. Mais voilà, des professionnels au top en fait, parce que comme je vous dis, j'imagine tout. Donc en fait, elles ont vraiment écouté ce que j'imaginais. Elles ont vraiment compris ce que je voulais créer. Et puis après, quand elles ont livré les planches, j'avais l'impression qu'elles étaient rentrées dans ma tête. C'était un régal. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que toi, tu as bien exprimé ton besoin et qu'elle l'a bien travaillé, quoi. Voilà. Oui, oui, vraiment, elles ont bien cerné. Est-ce que dans ta vie d'investisseuse, au fur et à mesure de ton avancée, tu as eu des mentors? Et est-ce que si tu en as, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns dans l'immobilier, idéalement? Alors, dans l'immobilier, des mentors. Moi, je ne peux pas dire que j'ai des mentors, mais on a suivi des formations qui nous ont vraiment aidés à nous construire, notamment Yann Darwin, en fait. Ça nous a vraiment donné une dynamique, un suivi. Et en plus, l'intérêt de ce programme, c'est que partout en France, en fait, il y a des clubs de Yann Darwin qui se créent. Donc, on a un club d'investisseurs à Toulouse où on se retrouve régulièrement pour justement des apéritifs, des repas où on échange, où on s'entraide. Et donc là, ça a créé une dynamique parce que on vient tous de la même formation. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top en fait. Voilà. Et après, moi, j'ai plus des mentors à côté qui sont des accompagnements mindset ou des accompagnements à la négociation avec des personnes de qualité sur Internet en fait. En mindset, tu as des noms peut-être de mentors? Alors, j'ai Karim Nahal, c'est un coach mindset qui accompagne les professionnels en fait. Et qui est juste incroyable, vraiment incroyable, où il arrive à nous faire prendre conscience en fait de nos propres limites et que finalement nos faiblesses sont des forces
Et donc, il faut juste les appréhender comme il faut pour s'appuyer dessus et aller plus loin. Et puis en négociation, c'est Katia Delamotte. Donc, c'est une experte en négociation et qui a aussi un accompagnement basé sur le mindset d'abord, la gestion des émotions et puis après la négociation. C'est intéressant parce qu'en fait, très souvent, on se rend compte que les personnes qui font l'immobilier, elles ont bossé sur elles-mêmes. Elles ont fait, alors pas forcément par de l'accompagnement, mais par des lectures ou par des clubs. Enfin, très souvent, en fait, les personnes, ça va avec. Ça finit toujours par aller ensemble, quoi. Le mindset, c'est un moment, il faut le travailler pour aller plus loin, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on a compris qu'on ne veut plus vivre, j'allais dire, la vie d'avant, où on se dit, mais l'immobilier peut me permettre finalement tellement de choses, mais il faut qu'on arrive à définir quelles sont ces choses et comment y aller. Et l'immobilier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours un chemin plat. Donc, il faut aussi pouvoir y faire face et puis face au coup dur, se dire on va se relever et qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va le faire et puis trouver les solutions en fait. Donc, ça passe par un gros travail parce que il faut un petit peu abandonner la personne qu'on était avant pour s'autoriser à être celle de demain. Donc, il y a ce passage-là qu'il faut travailler en fait. C'est intéressant. Alors, l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous partager aujourd'hui? Alors moi, j'ai une anecdote, c'est la résidence principale. Parce que donc, on a été locataire il y a très longtemps et puis après, on a toujours été... on a été propriétaire il y a très longtemps. Après, on a toujours été locataire. Et là, on rachète donc la résidence principale. Et c'est une maison qu'on a vue il y a 2 ans, qui nous est passée 3 fois sous le nez. Et on l'a enfin réussi à la voir. Et au moment où on allait aller signer le compromis, j'ai l'agent immobilier qui m'a appelé pour me dire une maison fermée depuis 40 ans, pour me dire qu'elle était squattée. D'accord. Elle venait d'être squattée la semaine d'avant, en fait. Et on signait le compromis, genre 3 semaines après. Donc là, mince, fermée pendant 40 ans, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, on a quand même eu de la chance. On n'était pas encore propriétaire. Donc, mais on est quand même resté en lien et sur l'affaire parce que la maison nous intéressait. Mais donc, on a quand même vécu une situation de squat un petit peu inédite avant de devenir réellement propriétaire de cette maison qui, nous aura tout fait vivre avant de pouvoir la voir. Et du coup, comment ça s'est solutionné, ce problème de squat? Et donc le propriétaire a fait toutes les procédures, donc les constats d'huissier, les lettres d'huissier, passées au tribunal. Et alors c'était incroyable parce que le squatteur est allé au tribunal bien tranquillement pour dire oui, je suis dans la maison, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je l'entretiens. Enfin bon, c'était épique. Et puis finalement, le préfet, la première fois, n'a pas voulu mettre en place, donc l'expulsion avait été jugée. Le préfet n'a pas voulu l'appliquer parce qu'en fait, c'était une famille avec un enfant, donc ils ont laissé passer l'hiver et l'expulsion a été effectuée ensuite. D'accord. Ça a pris combien de temps, tout ça? Alors, on a de la chance, ça n'a pas été si long. Finalement, ça a duré de septembre à mai. Voilà. Ça aurait pu durer des années. Oui. Ça n'a duré que quelques mois. Ok. Donc, voilà. C'est intéressant comme exemple parce qu'on peut être confronté à ça en tant qu'investisseur. Donc, c'est intéressant de savoir. Ok. C'est-à-dire qu'il vaut mieux le découvrir avant de signer et que ce soit le plus vendeur qui se tape toutes les démarches plutôt que toi. C'est ça, voilà. Ok. Exactement. Dernière question, si tu rencontrais une personne qui veut se lancer dans l'investissement et qui ne sait pas par où commencer, quel conseil en or tu lui donnerais? Moi, le conseil que je donne, c'est se former, se faire accompagner vraiment parce qu'on est quand même dans une période de transition. On n'investit plus comme nos parents investissaient pour la retraite. On investit pour en vivre, pour être rentable. Et il faut se former à la fiscalité, il faut se former au mode d'exploitation, il faut se former un peu aux travaux. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment se former, trouver la formation qui va nous correspondre et puis s'entourer. S'entourer d'investisseurs, de personnes qui vont comprendre en fait nos objectifs et pourquoi on veut investir. Parce que après, il y a toutes les gens autour, la famille qui n'ont pas l'habitude, qui veulent nous protéger, mais qui nous demandent « mais pourquoi tu fais ça? Mais tu fais des risques, mais fais pas ci ». Donc voilà.
ne s'écouter que soi, se former et s'entourer de personnes qui ont la même dynamique. Je pense que c'est, voilà. Faites partie de clubs dans vos vies, il y en a plein et c'est super riche. Ok, bah, merci. On va terminer sur ces belles paroles. Voilà, donc merci à toi pour tout ce partage et pour l'expérience que tu nous as délivrée aujourd'hui. Donc, le réméré. Le réméré, en plus, j'ai appris des choses, franchement. Voilà. Non, mais tu sais quoi, je vais aller voir tout de suite après. Je vais réviser un Oui, peu. parce que je pense que les juristes et juridiques, ils vont bondir sur la manière dont je l'ai présenté. Il faut approfondir un peu, mais voilà. C'est pas grave, déjà, il y a l'idée générale. Après, on approfondit. Voilà. Bon, bah écoute, merci à toi et à très vite. Merci à vous. Dans une prochaine vidéo. Salut, merci à vous. Bye bye.